Waouh, 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 j'ai pris une de ces claques en lecture de comics, les amis. Je ne vous dis que ça, vous savez très bien, parce que vous avez cliqué sur la vignette, que je suis en train de parler de l'Absolute Batman tome 2, intitulé Abomination, qui porte très bien son nom. Waouh, 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 ça fait longtemps que j'avais pas été secoué comme ça par la lecture d'un comics. Autant vous le dire, j'ai pris un pied monstre, mais en même temps, j'ai été particulièrement mal à l'aise à la lecture de certaines scènes. Absolute Batman porte très bien son nom. C'est particulièrement bourrin, mais c'est même par moments carrément malaisant. Je me suis vraiment senti pas bien à certains moments dans l'histoire. Moi, je suis scié de l'intensité que met Scott Snyder dans cette série. Rappelons le principe de Absolute Batman. Absolute Batman, et de manière générale pour cette ligne Absolute, c'est on confie le personnage de Batman à un auteur, Scott Snyder, et on lui laisse carte blanche pour faire ce qu'il veut, à condition de réinventer le personnage, quitte à se passer des stéréotypes habituels liés à ce personnage. Donc dans Absolute Batman, bah, le jeune Bruce Wayne n'est plus orphelin, contrairement au Batman originel. Il a toujours sa mère. Sa mère fricote d'ailleurs avec Jim Gordon, le maire de la ville ou le prétendant à la mairie. Batman a un groupe de potes. Ces potes sont en fait des versions civiles des super vilains que l'on connaît, hein, le Pingouin, le Joker, Killer Crow, voilà. Sauf que là, bah, c'est des potes à Batman. Et surtout, bah, Batman est une espèce de brutasse absolue, une espèce de montagne de muscles qui tabasse ses adversaires. Il n'a pas de Batcave, il a une base d'opération dans une tour en construction. Bref, on voit, on modifie quand même pas mal certains éléments. À la fin du tome 1, on avait laissé Batman, certes vainqueur de Black Mask, qui était une entité maléfique qui tentait de s'emparer de Gotham. Mais clairement, les choses ne sont pas réglées, puisque, on le découvre au début de ce tome 2, la ville de Gotham City est placée sous, alors peut-être pas une quarantaine, non, mais il y a une espèce de couvre-feu instauré par le gouvernement. Et évidemment, Batman doit faire profil bas. Ça n'est que le début des emmerdes, parce que autant vous dire que dans ce tome, il y a un sacré paquet d'emmerdes pour Bruce Wayne. Vous voyez le Bane qui est là, hein, cette espèce de montagne de muscles, on dirait presque le Caïd. Bon bah, c'est juste qu'un exemple. La couverture, je la trouvais pas terrible, et en fait finalement elle est plutôt bien choisie, elle est assez démonstrative de ce qu'on trouve à l'intérieur. Vous avez un certain nombre de super vilains qui sont réinventés à la sauce absolue. Hein. Exemple, voilà. Là c'est Mr. Freeze. Vous aurez compris tout de suite qu'on va pas rigoler. Vous avez un autre personnage, allez, je vous le montre, qui est Killer Crow, qui est lui aussi réinventé. Je vais essayer de trouver une page. Voilà, voilà Killer Crow. Vous avez aussi Harley Quinn, je ne vais pas vous la montrer, Harley Quinn, Catwoman, le pingouin qui apparaît. Bref, c'est le comics où les choses éclatent. C'est-à-dire que autant dans le tome 1, Scott Snyder prenait le temps de présenter, de mettre en place le lore, etc., etc., autant là, ça tabasse. Mais ça tabasse monstrueusement, quoi. Il y a vraiment... Enfin, je pense que vous n'êtes pas prêt au degré de violence qu'il y a dans Absolute Batman. Moi, je suis resté très surpris. On est vraiment dans l'horreur pure et dure, avec des éléments tirés du cinéma horrifique. Le pauvre pingouin, quoi. Enfin, moi, voilà. Bane, je vous dis, bah, je vous ai montré la couverture, mais vous voyez, c'est une montagne de muscles, mais ça va pas être facile non plus pour lui. Mais voilà, c'est pas facile pour Batman non plus. Bref, moi, c'est vraiment un des comics qui m'a laissé le souffle coupé. Je suis scié par ce que j'ai vu, tellement c'était intense. J'ai tout lu d'une traite, tellement c'est chouette. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire la suite. On en reparle juste à la fin du feuilletage. En attendant, si vous voulez vraiment prendre une grosse claque, waouh, Absolute Batman, allez-y. J'avais été convaincu par le tome 1, mais vous voyez par exemple lors des Top Comics d'or, je l'avais pas mis en comics de l'année. J'avais préféré Absolute Wonder Woman. Là, j'avoue que waouh, je suis impressionné de voir qu'il arrive à maintenir à ce point la cadence, le Scott Snyder. J'ai pas dit, mais les dessins sont de Nick Dragotta, East of West par exemple, hein, voilà. Marcos Martin et Clayman. Clayman, il dessine un épisode, Marcos Martin en dessine deux. Mais vous allez voir ça tout de suite dans quelques instants. Le plus simple, c'est que je vous laisse avec le feuilletage, comme ça vous allez pouvoir vous régaler, parce que c'est aussi graphiquement un vrai bonheur. Bref, cette série n'a a priori pas fini de me surprendre et on en redemande, en tout cas moi j'en redemande, il n'y a aucun problème,
qu'est-ce que c'est bon, quoi. Ouais, allez-y, lisez Absolute Batman. Et si vous n'avez pas acheté le tome 1 et que vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, on se demande pourquoi vous regardez cette vidéo, voilà, foncez acheter le tome 1 et prenez le tome 2 en même temps. Et ouais, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment du très très bon. À condition d'accepter qu'on triture, qu'on déforme, c'est vraiment le terme, qu'on déforme les personnages à ce point. Si vous êtes un amoureux du contexte, du lore du Batman originel, c'est vrai que là, ça va vous faire vraiment bizarre. Mais waouh, quelle puissance et quelle énergie. Allez, on se retrouve juste après pour le feuilletage. À tout de suite. Et nous revoilà pour donc ce feuilletage de Absolute Batman tome 2 intitulé Abomination. Je préfère vous prévenir que certaines images contenues dans cet album sont un peu dures, donc si vous êtes sensible, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Donc voilà, je préfère faire ce petit disclaimer avant de démarrer. On y va, on va découvrir un petit peu ensemble de quoi il en retourne. Charte graphique habituelle, hein, Urban avait abandonné son fameux noir. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce qui nous attend à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, vous avez quoi précisément? Vous avez, je vais basculer tout de suite sur la fin. Vous avez les épisodes 7 à 14 et le annual 2025. Voilà, pour être tout à fait précis. Du beau monde dans cet album. Dragota, Marcos Martin, Clayman, Daniel Warren Johnson et d'autres. Donc voilà, hein, c'est un bel album. Bien épais, un petit peu plus cher aussi. Il est aux alentours de... il est à 25 € tout. Épisode 7, c'est en fait un remplaçant à Nick Dragota qui prend la main. Scott Snyder sur Absolute Batman, il gère en fait son pool de dessinateurs. Vous vous rendez compte, hein, il a comme remplaçant Marcos Martin, quoi. C'est quand même assez incroyable. Marcos Martin, Clayman dans ce tome-là. Et il les gère de la façon suivante, c'est que il va mettre en pause l'intrigue principale pour en fait présenter des personnages qui seront souvent des vilains. Là, dans cet album, vous avez donc Marcos Martin qui va s'occuper de l'épisode 7, l'épisode 8, où on va découvrir le Mr. Freeze, le Mr. Freeze, le Absolute Mr. Freeze. Et je crois, je sais plus quel est le numéro, où Clayman va s'occuper, lui, de l'origine de Bane, de l'Absolute Bane, dans l'univers Absolute Batman. Bon, j'aime beaucoup le style de Marcos Martin. Là, zéro absolu, le ton est donné. En fait, on démarre, comme c'est indiqué, le présent, ça va avoir son importance. Scott Snyder va jouer beaucoup avec les lignes temporelles. Le présent, on a en fait le groupe de Bruce Wayne qui discute, et qui discute de l'allumette, qui était un pote en fait à Bruce et à tous ces personnages qui vont devenir des super vilains par la suite, on imagine. Et donc ce type a disparu, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, on comprend aussi de manière très claire que tout le monde a bien compris que Bruce Wayne est Batman, en tout cas dans ce groupe-là. Et on remonte le temps, une semaine plus tôt, ouais, faut être un petit peu attentif. Suite aux événements du premier tome, il y a une espèce de loi martiale qui a été instaurée, un couvre-feu, l'armée surveille énormément la ville, Bruce Wayne est obligé de faire profil bas, et il a repéré, en fait, un endroit qui est l'Arche M, une espèce de prison clandestine à laquelle il s'intéresse. Il se demande pourquoi, en fait, cette prison est construite et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur. Et il s'avère que l'allumette, un ancien pote à eux, a ses entrées dans cette prison et pourrait bien l'aider. Alors donc il a pris rendez-vous avec lui et ça se passe pas bien, comme vous pouvez le voir. L'allumette va griller très très vite et donc ça va entraîner en fait un peu de ressenti de la part de Bruce Wayne qui va chercher à comprendre qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette fameuse allumette. Et en fait, Batman va comprendre que d'abord, il va faire jouer son réseau et il va comprendre que l'allumette est liée à une entreprise qui, alors si je ne me trompe pas, c'est cette entreprise qui s'appelle Vicor et qui est en fait gérée par un certain Monsieur Fries. Et donc Bruce va se, entre guillemets, déguiser en employé, enfin de la maintenance, pour rentrer à l'intérieur de cette entreprise. Et il tombe directement sur ce monsieur Fries. Je pense que je ne me trompe pas. Voilà. Et donc en fait c'est Fries Junior parce qu'on apprend très vite que les parents, Victor et Nora Fries, ont été congelés. Cette entreprise, Vicor,
congèle des personnes âgées en espérant que à l'avenir, on trouve des solutions à leur maladie et qu'on puisse les réveiller. Sauf que, alors faut savoir que c'est un truc qui existe, hein. C'est-à-dire ce principe de cryogénisation existe. Scott Snyder comment dire, s'inspire d'éléments réels. Mais bien entendu, dans l'univers absolu de Batman, ben, cette cryogénisation ne se passe pas bien et on découvre que bah, Fries Junior a lui-même été cryogénisé par le passé, mais cette cryogénisation, donc comme je le disais, se passe pas bien du tout et transforme en fait les gens et en fait les rend fous parce qu'en réalité les gens ne sont pas inconscients et ils restent en fait conscients et ils restent conscients dans la douleur en permanence et cette douleur rend les gens complètement fous. J'aime beaucoup le dessin ici de Dragota. Les couvertures sont toujours de Dragota. On est sur l'épisode 8, toujours dans la continuité. Vous voyez, on a un peu... Alors, vous vous en rendez pas forcément encore compte parce que le principal de l'histoire, c'est ce qui va se passer à partir de l'épisode 9. Mais on a fait une espèce de pas de côté. Alors là, vous pouvez le voir, hein, Bruce Wayne est pris au piège lui aussi par Fries. Bon, il va trouver une solution évidemment pour s'échapper, hein. Là, je vous spoil un tout petit peu, mais bon, voilà. Marcos Martin, très en couleur, on est dans des tons de couleurs très différents de Absolute Batman en général, mais j'aime bien. Ça crée une récréation assez intéressante. Et la fin de cet épisode, vous avez Croc, enfin c'est Waylon Jones qui est surnommé Croc par ses potes, c'est un pote à Bruce Wayne, qui est enlevé. Et il est enlevé, bah, on va l'apprendre par la suite, par ces personnes qui gèrent cette fameuse prison, l'Arche M. Et ça va lancer la suite en fait des opérations dans Absolute Batman. Et c'est vraiment à partir de là que l'histoire va commencer. Et là, on va faire la découverte dans l'épisode donc 9, si je compte bien. On va faire la découverte de 7, 8, 9, ouais, c'est ça. On va faire la découverte de Bane, alors dont l'entrée en scène, moi, elle m'a marqué. Alors pourtant, c'est pas grand-chose. Vous allez peut-être quitter cette vidéo à la fin, vous allez dire que je suis peut-être un peu impressionnable, mais pourtant je bouffe du film d'horreur régulièrement. D'où pourra vous dire qu'on discute de temps en temps film d'horreur. Lui, il est pas tellement film d'horreur, moi c'est mon cas. Voilà, donc vous avez deux dictateurs qui viennent de faire la paix et ça n'arrange pas les affaires de l'employeur de Bane qui envoie Bane pour régler le problème et lui, bon, on voit qu'il a vraiment une carrure assez impressionnante. Et lui, carrément, il dit, bon, écoutez, moi, vos conneries, ça m'intéresse pas. Il y en a un d'entre vous qui va mourir. Qui veut survivre? Donc, il y en a un qui trahit l'autre. Il chope la victime par les mains et il lui écrase carrément le visage. C'est une véritable lettre d'intention de tout ce qui va suivre dans l'album. Ces deux personnages n'ont pas d'importance, mais par contre, cette violence de Bane et ce côté très graphique de la violence va réellement infuser dans tout, comment dire, dans tout cet album. À la fin de la scène, Bane est appelé à Gotham avec cet intertitre, Abomination, première partie. Et déjà, on peut y voir un peu tout ce qui va faire le sel comment dire, de cette aventure. Bon, là, on a un Bane avec des muscles hypertrophiés. Et on va voir que ça a évidemment son importance. Ça va être Scott Snyder va s'inspirer à la fois du film d'horreur, mais plus précisément de ce que j'appelle le body horror. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Le body horror, c'est un genre, par exemple, La Mouche est un film qui appartient à ce genre, où le corps est déformé, détruit, comment dire, contaminé, etc., etc., où l'horreur naît en fait de la transformation du corps. Par exemple, donc j'ai parlé de La Mouche, mais on pourrait aussi parler de The Substance, par exemple, qui pourrait, pour prendre un film un peu plus récent, sont des films du genre body horror. Et là, vraiment, clairement, Scott Snyder va insérer du body horror dans Absolute Batman et on va voir qu'il va assez loin. Comme je le disais en introduction, j'ai vraiment trouvé que l'album était malaisant. Il y a des passages vraiment que j'ai trouvé assez. Alors, je vais pas dire choquant parce que du coup, je vais avoir 40 commentaires. Enfin, déjà, si j'ai 40 commentaires, c'est bien, mais je vais avoir des commentaires en mode oh là là, mais il te faut pas grand chose. Moi, sincèrement, avant d'aller plus loin, je mets juste deux choses au point pour vous expliquer pourquoi je pense que j'ai été un peu marqué par cet album. Il y a, il y a deux choses dans le cinéma d'horreur qui, moi, m'impressionnent et m'impressionnent de plus en plus au fur et à mesure que je vieillis, j'ai 48 ans. Il y a d'abord le torture porn, qui est un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est à partir du moment où vous avez des gens qui sont enfermés et torturés, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise.
Je dis pas que c'est mauvais, c'est juste simplement que ça me met très mal à l'aise. À tel point que, par exemple, que même dans un film récent, par exemple, La femme de chambre, avec Sydney Sweeney, là, ou Sweeney Sydney, je sais jamais son nom. Vous avez deux passages de torture porn pour ceux qui ont vu le film. Vous avez un premier avec des plumes, bon là c'est le torture porn pour mamie. Et puis vous avez un autre passage à coup de arrachage de dents, enfin d'automutilation et d'arrachage de dents. Ça m'a mis très très mal à l'aise dans le, comment dire, euh, dans la salle. Alors qu'il n'y a pas grand chose, quoi, hein, d'accord? Pour ceux qui ont vu le film, c'est pas un excellent film, mais c'était plutôt agréable. Allez, fin de la parenthèse. Et deuxième élément, ce que j'aime pas, c'est dans le cinéma d'horreur. Par exemple, je, je me souviens, mon premier souvenir de frousse, mais j'étais jeune hein, quand j'ai vu ce film, c'est Réanimateur 2. À la fin de Réanimateur 2, quand vous avez en fait les bouts de cadavres qui bougent tout seuls et qui sont des résidus d'expérimentation et qui commencent à se retourner contre leur créateur, bah, ces résidus, ces tests, ces cobayes qui ont été abandonnés, qui se retournent contre leur créateur, ça m'a vraiment foutu les foies. Et alors, pas de bol, dans cet album, on va avoir ces deux éléments en commun dans la même histoire. Donc, ça explique pourquoi j'ai été assez mal à l'aise. Allez, je repoursuis mon feuilletage. Donc là, la petite équipe d'amis de Bruce Wayne ainsi que Alfred décident de sauver leur pote, en fait, d'aller sauver Croc. Hein, je vais l'appeler Croc, ce sera plus simple. On voit bien que Bruce Wayne, c'est pas le mec le plus calme non plus de la Terre. Hein, il s'énerve très très vite. Pendant ce temps-là, Jim Gordon et la mère de Bruce Wayne continuent à filer le parfait amour. Tant qu'on parle d'amour, vous avez Selina Kyle et Bruce Wayne qui sont ensemble très officiellement cette fois-ci. Et ici apparaît comment dire, une, une, euh, une ligne narrative qui va avoir son importance dans l'histoire. C'est-à-dire que dans les flashbacks du passé, on découvre que Croc, enfin Waylon voulait devenir boxeur et qu'il a l'occasion de participer à un combat de boxe important, mais cependant tous ses potes savent qu'il a aucune chance, quoi, qu'il va se faire défoncer la gueule. Et donc ils vont essayer, sans lui dire, de trouver une solution pour qu'il survive à ce combat de boxe. Alors, ils vont tenter plusieurs trucs, hein. Ils vont tenter soit de le convaincre de ne pas participer à ce combat, soit de soudoyer l'adversaire de Croc. Et on va voir que ça va avoir son importance dans l'intrigue, parce que très souvent, chez Scott Snyder, vous avez toujours un élément du passé qui va venir thématiquement percuter les éléments du présent. Allez, on continue à avancer. Bruce, grâce à Alfred, a un plan pour rentrer dans la prison. Il finit par le faire, il rentre. Et Batman arrive dans l'Arche M. Sauf que, dans cette Arche M qui l'attend, eh ben, Bane, qui a été appelé à la rescousse. Et donc, c'est l'occasion d'un combat entre Bruce Wayne et Bane. Alors, le combat entre Bruce Wayne et Bane, il est assez impressionnant parce que Bane va prendre le dessus très très vite. C'est-à-dire qu'il va toucher des points essentiels du corps de Bruce de façon à le paralyser. Donc là, déjà, ses deux bras sont paralysés. Bruce continue, il se fait paralyser un pied. Et au bout d'un moment, il n'a plus de, comment dire, il n'a plus de possibilité de l'emporter puisqu'il est carrément immobilisé. Et il perd son combat contre Bane. Je vous avais dit que ça spoilerait un petit peu, hein, d'accord? Donc voilà. Évidemment, à partir de là, si vous continuez à regarder cette vidéo, vous allez en découvrir un petit peu plus sur ce qui va se passer. Bruce a été donc maîtrisé par Bane et il est en fait enfermé dans l'Arche M et il va servir lui-même de cobaye. C'est pour ça que vous le retrouvez à poil. Sauf que Bruce a de la ressource et qu'il a planqué dans son corps différents outils pour pouvoir s'échapper. Là, par exemple, vous voyez, il a sorti en fait une aiguille de sa bouche qu'il avait dû en fait s'insérer dans la bouche. Bon, c'est quand même un peu glauque. Et il finit par s'échapper. Sauf que en réalité, en s'échappant, il tombe sur Gueule d'Argile. Bon, là, vous voyez, en termes de body horror, on est plutôt pas mal. Quand je dis qu'il tombe, c'est en fait il marche sur Gueule d'Argile. Superbe image, j'aime beaucoup cette idée. Et il retombe sur Bane, et Bane n'arrête pas de lui dire, en fait, n'arrête pas d'essayer, je t'en prie, parce qu'en fait, il était prévu qu'il s'échappe de cette prison, et le but, en fait, c'est de le briser. Vous voyez, vous avez un décompte du temps. J'ai pas fait attention sur la première, sur l'entrée, on était en juin, juillet, et donc, tout cet épisode va nous montrer comment Bruce va essayer à la fois de survivre et de sortir de cette prison et les différents stratagèmes qu'il utilise.
Là, il y a un passage qui est hallucinant. Ici, il utilise son acide gastrique pour faire fondre le visage d'un de ses tortionnaires. Bon, hein, voilà, c'est Absolute Batman, hein. Et donc, rebelote, il tente de se barrer. Rebelote, il tombe sur Gueule d'Argile. L'idée, c'est de jouer sur la répétition, hein. Et il se fait à nouveau choper. Et à chaque fois, en fait, les scientifiques de l'Arche M lui injectent, transforment son corps, injectent des éléments à l'intérieur de son corps. Et pendant ce temps, sa mère le cherche Bruce Wayne. Ça vous rappelle rien, cette histoire d'un Batman prisonnier d'une organisation, et alors qu'il tente de s'échapper et que c'est compliqué? Ça m'a un peu fait penser à la cour des hiboux. Bon, et il tente à nouveau de le briser. L'idée, c'est de lui filer un costume pour vraiment finir de détruire Bruce Wayne. Là, vous avez d'anciens cobayes de l'Arche M qui arrivent. Bon, effectivement, là, c'est un peu du grand n'importe quoi, hein. Je suis d'accord avec vous que Scott Snyder, il est un peu en roue libre, mais il y a une telle intensité dans l'histoire que c'est bluffant, quoi. Excellent combat, très court certes, mais excellent combat avec Bane. Quand vous voyez ici, par exemple, ici, là, cette hypertrophie des muscles, moi, ça me fait penser à, si vous êtes de ma génération, si vous avez vu Ken le Survivant, le dessin animé, ça me fait penser en fait au punk qu'il y a dans Ken le Survivant. Vous savez, c'est les mecs super baraqués et tout, etc., etc., et qui ont des muscles comme ça totalement atrophiés. Dans le générique, il y en a même un, c'est une espèce de montagne, quoi, tellement il est énorme. Et ben, je trouve qu'on a ce coup-là dans cet aspect-là dans Absolute Batman. Et là, en fait, Bruce, en parcourant l'Arche M et en réussissant en fait à mettre à bas Bane, ça va pas durer, hein, ça va pas être éternel, mais il a réussi en tout cas à le vaincre sur un round. Il découvre en fait le destin de son copain Wellon, qui est devenu en fait Crow. Voilà, ironie du sort, lui qui avait comme surnom Crow, eh ben, il devient une espèce de d'homme alligator qui n'a plus toute sa raison, mais cependant qui comprend au tréfonds de son âme torturée qu'il a peut-être moyen de filer un coup de main à son pote, et donc ben, peut-être de permettre à Bruce Wayne de s'échapper. Et Bane, qui a échoué, lui, va devoir remettre la main sur Bruce. On arrive à un épisode tie-in, je crois que là c'est l'épisode 5, donc c'est, si je ne me trompe pas, on est sur l'épisode 11 US. Là c'est Clayman qui dessine cet épisode, qui va se concentrer sur les origines de Bane. Alors, dit comme ça, et quand on voit la double page, on n'a pas tellement l'impression que ça va être les origines de Bane, mais croyez-moi, c'est bien le cas. Moi, cette double page, elle me fait penser, on dirait presque un hommage à Jim Lee. Vous savez, Jim Lee a fait une image comme ça sur un swimsuit, un numéro spécial maillot de bain, où vous aviez Psylocke allongé comme ça. Ça me fait penser, la composition me fait penser à ce dessin-là. Bon, c'est le seul moment un peu sexy, hein, de Clayman, qui a l'habitude. On va découvrir les origines de Bane, on va découvrir pourquoi il est si méchant, et ça va être plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'idée qui est mise en place. Son père, comment dire, était un guerriero, c'est un rebelle. Il a aidé son père, et en fait, au final, il trahit son père pour pouvoir sauver l'île sur laquelle il se trouve. Certes, mon explication est un petit peu floue parce que je ne veux pas tout vous dévoiler, mais il y a une putain de puissance dans les dessins de Clayman. Alors, regardez ici, là. Waouh, waouh, enfin, ça tabasse quand même, hein. Alors, ça fait pas dans la finesse, hein, on est d'accord, mais ça fait le boulot. Et là, on va tomber dans l'horreur gore, puisque bah, là, vous avez un combat entre Bane et Bruce Wayne qui est juste hallucinant, quoi, où Bane va défoncer le crâne de Bruce Wayne avec comment dire, avec le symbole de la chauve-souris, hein, qui est un morceau de hache, en fait, en réalité. Euh, et il lui dit, mais que vois-tu? Ça n'a jamais été une chauve-souris. Et là, Bruce Wayne est récupéré par l'Arche M et finit par devenir Bane, un mélange en fait de la chauve-souris, Batman et de Bane. Et là, vous vous dites, mais attends, mais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je me suis dit, mais waouh, waouh, mais ils nous ont buté Batman, quoi. Enfin, waouh, waouh, waouh. Bon, alors on se calme, hein. En fait, il s'avère que c'était que c'était pas tout à fait ce qui s'est passé, et qu'en réalité, c'est une version un peu fantasmée. Et on retrouve Batman dans les égouts. Ouf, on a eu chaud. Mais je vous avoue que moi, là, ce passage, il a l'intensité de Spider-Man contre Merlin dans les épisodes de Straczynski. Et j'ai vraiment cru qu'ils allaient le buter, quoi. Et à la fin, si en fait ce Bane Batman, ce Benman avait été conservé et devenait le personnage de la série principale, j'aurais fait, mais waouh, 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 d'accord? Bon, j'ai pas été déçu par la suite. Cependant, Scott Snyder continue à maintenir l'intensité,
C'est hallucinant, hein. Enfin, voilà, c'est incroyable qu'ils réussissent à maintenir cette pression comme ça sur l'histoire. Il a été récupéré par comment dire, Alfred, qui le soigne. Et là, en fait, il découvre que Bane est en train de s'attaquer à ses potes. Première victime, le pingouin, le futur pingouin. Et là, quand je vous parlais de body horror, voilà, en fait, il lui a brisé tous ses os, et ben, le pingouin est handicapé à vie sous cette forme-là. Et Bane est en train d'aller chercher comme ça progressivement tous les potes de Bruce. Ici, c'est Double Face. On n'a pas encore vu à quoi ressemblait son visage, mais il a détruit Double Face. Ici, c'est le Sphinx. Vous voyez, il lui a arraché en fait comment dire, euh, le cuir chevelu. Et donc l'autre est devenu complètement fou. Il y a a priori que Alfred qui a survécu, donc bah, ils se promettent d'essayer d'abord de sauver leur peau et d'aller péter la gueule à Bane. Et qui arrive sur ces entrefaits? Eh ben, évidemment, celle que l'on attendait quand même dans cette série, qui est Selina Kyle, alias Catwoman. Bon, j'aime beaucoup le look de Catwoman, j'aime beaucoup ce qu'il en fait dans la série. J'aime bien la relation qu'elle a avec Bruce Wayne. Petit clin d'œil, hein, évidemment, au Dark Knight Returns de Frank Miller. Sauf que ben, elle va pas forcément jouer le rôle que l'on pourrait attendre dans cette histoire. Il y a un truc ici, par exemple, moi je trouve qu'on est encore dans l'hommage à Frank Miller et Klaus Johnson, hein, dans le dessin ici. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Dark Knight Returns. Ils vont aller chercher de l'aide auprès de Harley Quinn, qui s'occupe en fait d'un gang qui s'appelle les Robins. Pendant ce temps, l'Arche M continue à essayer de remettre la main sur Bruce. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Bruce se dit, plutôt que d'aller porter le combat dans l'Arche M, ce que je vais faire, c'est que, je vais m'injecter du venin, et on voit là que ça peut potentiellement mal se passer, hein, voilà. Et deux, je vais amener Bane sur un terrain que j'aurais préparé de façon à maîtriser en fait ce qui va se passer et mettre toutes les chances de mon côté. Et donc c'est l'occasion d'une baston entre Bane et Bruce Wayne. Alors Bane, vous voyez, il a abusé du venin, donc il devient en fait progressivement une espèce de montagne de muscles, et il encourage Batman à utiliser lui aussi le venin, sachant que Batman, lui, doit éviter à tout prix de l'utiliser, parce que ben, il risque de devenir complètement cinglé, voire de perdre la vie. Bon, évidemment, on arrive sur l'épisode de résolution, où on imagine bien que ça pourrait très mal se passer. Et donc, je vais arrêter de feuilleter à partir de ce moment-là, parce que j'ai pas forcément envie de vous révéler la fin. Ça se termine pas là, hein, n'allez pas croire que ça se termine aussi facilement. Et nous avons un, euh, un épisode annual qui est lui dessiné et scénarisé par Daniel Warren Johnson, où Batman va péter la gueule à un groupe de suprémacistes blancs. Voilà, ça a de la gueule aussi, ça fonctionne très bien. J'ai trouvé que, après toute l'intensité qu'on avait eue là, bon là, ça faisait un peu trop, quoi. C'est-à-dire que là, c'était vraiment... Putain, on en rajoutait encore. Bon, c'était peut-être un petit peu trop, mais ça fait encore bien le taf, hein. Et vous avez un petit épisode complémentaire qui vient au bout ici, qui vient compléter l'album. Ça fait partie de l'annual. Voilà, et on arrive au bout de cet album. Conclusion. Eh ben écoutez, comme je l'ai dit en intro, c'était une sacrée claque. Je ne pensais pas que Snyder allait être capable de maintenir l'intensité qu'il y avait sur le premier tome, et pourtant il l'a fait. Je trouve le deuxième tome encore meilleur que le premier, et je vous avoue que je me demande ce qui va se passer dans le tome 3. Alors dans le tome 3, sans vouloir spoiler, on va avoir l'apparition d'un méchant particulièrement attendu qui est le Joker. Les premiers visuels du Joker me font penser que on est encore dans ce côté très extrême de Scott Snyder, et d'intégrer des éléments de films d'horreur, enfin de côté très horrifique dans l'histoire. Je suis très très curieux de voir s'il va réussir à maintenir cette qualité et cette intensité. Alors évidemment, il y a de temps en temps, faut être un peu sympa avec l'histoire, parce que ben ouais, comment
Le scénario est intense, je l'ai dit, mais il y a de temps en temps quelques petits trous d'air. Enfin, moi, il y a des fois, je me dis, mais attends, mais ce Batman, comment il fait pour survivre à autant de chocs, à autant de violence? Où est-ce qu'il trouve le pognon pour gérer son costume? Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça en marge qui sont où je tique un peu, mais il n'empêche qu'il y a une telle puissance dans ces aventures que waouh! Et puis j'aime beaucoup ce concept en fait où ce groupe d'amis qui est composé en fait des futurs vilains de l'univers de Batman. Moi j'aime beaucoup cette idée et c'est vraiment une idée géniale pour l'instant et qui est très bien maîtrisée je trouve par Scott Snyder. C'est impressionnant quand même, hein. C'est-à-dire, il est arrivé sur Batman, il a fait comment dire la cour des hiboux qui est devenue une espèce de récit classique culte de Batman. Et des années plus tard, il revient et il refait en fait, il rejoue encore le même coup. Il est capable de réinventer encore le personnage. Waouh, waouh, waouh. Tiens, je me fais la réflexion là en direct. Là, il y a un peu de Vatine, je trouve, dans le dessin ici. Là. Donc voilà, très très bon album, des tie-in de luxe, on va dire. Jusqu'où s'arrêteront-ils? Telle est la question. Moi, des albums comme ça, j'en prends tous les 6 mois, sans aucun problème. Bref, foncez, si vous avez aimé le principe de Absolute Batman, il est démultiplié dans ce tome 2. À ne pas mettre sous toutes les mains quand même, parce qu'il y a des passages un peu difficiles. Et là, vous n'avez pas lu les textes ni les dialogues, mais il y a des moments où c'est un peu dur quand même. La fin de Bane est très 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 dure. Quoi que puisse vouloir dire la fin de Bane dans mes propos, parce que je ne veux pas spoiler, mais la manière dont Bane sort de scène, waouh, 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 c'est dur. Hein. Enfin, c'est supra dur, à la fois physiquement, mais aussi à la fois moralement. Et bah, j'ai tendance à dire Scott Snyder n'épargnera personne a priori dans cet Absolute Batman qui porte très bien son nom. On est dans un comics où les choses sont poussées à fond et sans retenue, c'est clair. Voilà, bon écoutez, si j'ai pas réussi à vous convaincre de le lire, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, allez-y, c'est du bon. Moi, c'est probablement mon meilleur comics de ce début d'année 2026. Et on a déjà eu pourtant de très très bonnes choses. Sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment, j'allais oublier le petit disclaimer. N'oubliez pas donc de la partager, ça nous fait plaisir. On gagnerait à faire un Top Comics, Doupe et moi, à part le plaisir de voir que on est lu. N'hésitez pas à partager aussi si cet album vous a plu ou bien si cette vidéo vous a donné envie de le lire. Et puis, bien entendu, lisez des comics, partagez-les et comme d'hab, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao, salut!